Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 303e chronique qui cette semaine s'appelle Un interminable chemin de croix. Et je la commence avec une citation en rapport avec le thème qui est de José Arthur. Jésus, portant sa croix dans la montée du Golgotha, aurait souhaité avoir un diable pour l'aider. Oui, donc votre cowboy est de retour, 303e chronique après cette OM-ASS au Vélodrome. Alors fort heureusement et grâce au FC Nantes, nous n'aurons pas ce week-end la prime du ridicule. Mais ça se sera quand même joué à peu de choses. Quoique, en ayant déjà 50 buts dans la musette après seulement 22 matchs, on n'est quand même pas bien loin du moment où les gamins vont commencer à nous jeter des bûches. Alors, est-ce qu'une défaite au Vélodrome face à une équipe bien plus forte que nous et dans une dynamique inversement proportionnellement positive à la nôtre est une surprise ? Évidemment que non. Mais il y a perdre et perdre. Et constater que nous sommes toujours un des paillassons préférés de la Ligue 1 ne me remplit pas d'une joie phénoménale. Chapitre 1, la suite de l'interminable chemin de croix. Alors pour celles et ceux parmi vous qui sont un peu familiers du truc, le chemin de croix du Christ se compose de 14 stations, et même 15 selon certains, qui ajoutent la résurrection. Alors, le parcours de notre ASS pour son retour en Ligue 1 s'apparente à ce chemin de croix, vous l'avez vu, et j'aime autant vous dire qu'on serre les meules pour qu'il ait bien 15 stations du coup. Alors je vous passe les 7 premières, vu qu'on prend le film en cours de route, mais je vois nos verts à peu près vers la 8e ou 9e station actuellement. Alors la 8e est passée, celle où Jésus console les filles de Jérusalem. Si vous voulez bien me pardonner cette audacieuse métaphore, là j'ai l'impression que Jésus, c'est Kilmer, qui a tenté bien maladroitement de consoler, rassurer les filles de Jérusalem, là c'est nous les amis, en expliquant que tout allait bien, que tout était sous contrôle et que tout allait bien se passer. Et qu'on jouerait le top 5 dans 3 ans. Ouais. Et puis bim, station 9, celle où Jésus tombe pour la 3e fois. Alors nous, c'était au Vélodrome samedi, sauf que nous, ça fait déjà bien plus que 3 fois qu'on tombe et que ça commence à gonfler. Et en plus, nous, on est à chaque fois un peu plus ridicule, ce qui, d'après les Écritures, n'était pas le cas du fils de Marie. Alors le match de samedi, je suis tellement déçu de ce vide, dégoûté, dépité, que j'ai à peine envie d'en parler. Des profondis, ou 12, mais je n'irai pas plus haut. En fait, aucune surprise sur le résultat, évidemment, mais le score, lui, nous rougit une nouvelle fois le joufflu. Le contenu et les attitudes interrogent aussi. Mais surtout, et finalement, ce match de la SS contre l'OM ne fait que confirmer, en les renforçant encore, les 3 constats qu'on fait tous depuis quelque temps. Alors, le premier constat, c'est que la faiblesse de la SS s'étale comme une tache d'encre sur un buvard. Alors, sans ressortir la boîte de souverain poncif, samedi, j'ai vu tellement d'écart entre les deux équipes, techniquement, collectivement, tactiquement, athlétiquement, que j'avais clairement l'impression que les deux ne pratiquaient pas le même sport. Dès les 2 premières minutes, on savait que le seul enjeu du match allait être « mais combien on va en prendre ?» Alors on pourrait à nouveau passer en revue les lignes et les joueurs, mais par exemple, je n'ai pas souvenir d'une défense aussi faible à la SS depuis très longtemps. De toute façon, quand tu en arrives à avoir le sentiment que finalement, Brice Denis Sapia est ton meilleur latéral droit, tu as pris la mesure de l'ampleur des dégâts. Petro Nanfo a été tout à fait ridicule à droite, mais au moins lui aura-t-il la circonstance un peu atténuante de ne jamais jouer là. Alors l'opération cornu de bif, belle opération là pour le coup, lui a été ridicule tout court, mais simplement parce qu'il est nul. Au milieu, si Bouchou Harry Potter a fait son possible pour essayer d'exister, seul au milieu du désert, et quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? A démontré sa capacité à être très vite dépassée dès que le niveau autour de lui monte, et son incapacité à faire des différences et changer de rythme. De quoi réellement interroger le montant de sa clause d'option d'achat. Quant à Gérard Depardieu, ses jambes trop fatiguées pour la Ligue 1 n'auront pas réussi à faire oublier Louis Mouton-Cadet, qui n'est pourtant pas le couteau le plus affûté du tiroir. Coucou Guillaume. Mais on fait finalement le même constat qu'avec Apia, savoir qu'on n'a pas beaucoup mieux. Et devant, Bourrico, David Eschevelu continue de se cacher derrière ses stats de début de saison et surtout derrière son statut de joueur qui fait des différences. Grand bien lui fasse. Stassin Adminune recommence à courir dans le vide dans une équipe qui n'a plus le ballon. Alors heureusement pour lui qu'il a marqué. Ça nous aura permis de voir un seul truc positif dans ce match. C'est l'entrée de Cardona que l'amour, qui a montré que peut-être il pourrait apporter quelque chose dans les 12 matchs qui restent. Et surtout que sa relation technique avec les fourberies de Stassin était beaucoup plus fluide qu'avec le Géorgien qui, visiblement, n'aime que lui-même.
J'ajouterais sur ce match également l'expression de l'absolu manque de caractère et de personnalité de cette équipe. Langage corporel fade, fade comme un rendez-vous manqué. Aucune révolte, aucun mouvement, rien. Je regardais cet après-midi MHSC OL. Alors rien qu'avec les deux seuls Ferry et Chotard, Montpellier a plus de caractère dans son équipe qu'avec tous les joueurs de la SS réunis. Nous, on a des gentils sans talent essayant, sans y parvenir, de jouer un foot plaisant et moderne. Et pourtant, si on veut encore envisager l'hypothèse d'un maintien dans l'élite, du caractère, il va falloir en trouver quelque part. Le deuxième constat, c'est que l'effet magique d'Eric le Viking aura duré bien peu de temps. Le temps de 2 matchs, en fait, qui aujourd'hui ressemblent tous les deux à des trompe-l'œil, des arbres qui cachent une forêt de médiocrité. Ou plutôt, plus que de médiocrité, d'inadéquation entre ce qu'il veut faire, le Viking, et ce qu'il peut faire. Pourtant, j'y ai cru après Reims, mais j'aurais dû écouter mieux et plus mon Patrick Guillou, que je salue, qui, dès le lendemain du match contre Reims, me nuançait l'enthousiasme en me disant que ça ne durerait pas aussi longtemps que les impôts. Et il avait raison, Patrick. Et depuis, mon allégresse est tombée comme un parachutiste qui aurait tressé ses sustantes avant de sauter. On s'est un peu régalé au début, quelques matchs, mais désormais, on s'amuse autant qu'une délégation d'aveugles à un congrès de sourds-muets. Le constat est froid autant qu'implacable, mais oui, l'ambition de jeu de Cap Horneland, pour louable et plaisante qu'elle puisse être, est bien trop élevée pour le niveau des joueurs qu'il a à sa disposition. Et d'ailleurs, ça nous amène au troisième et dernier constat, qui s'affirme après cette énième humiliation de la saison. La stratégie de l'actionnaire est mystérieuse comme une nuit dans la jungle birmane. Les paris estivaux sont objectivement ratés, mais que penser alors du choix d'aller chercher ce coach-là, en toute connaissance de cause de ses principes de jeu, sans lui donner un minimum de cartouches supplémentaires cet hiver pour y arriver? Pour moi, ça ressemble quand même à une sorte de suicide annoncé. Alors, contrairement à beaucoup, je n'exhorte pas les propriétaires à parler, à communiquer, parce que parler maintenant, ça ne servirait à rien et ça ne changerait rien. C'est trop tard. Mais en cas de descente en Ligue 2, j'imagine, et voire même j'espère, qu'ils en auront la conscience aussi chargée qu'une rame de métro à midi. Et à ce moment-là, oui, il m'intéressera de les entendre, écouter quelles explications ils mettent sur la table et surtout les leçons qu'ils en tireront. Chapitre 2. Les calculettes sont sorties. L'avenir. Fiévreux. Je suis, comme vous toutes et tous, fiévreux quand je pense à l'avenir à court terme de l'ASS. C'est donc fiévreusement, avec des gouttes de sueur grosses comme des chandelles de Pâques, que je regarde le calendrier de notre ASS pour les 12 prochains matchs, en me grattant le bol pour voir où et quand on pourrait bien aller chercher les 12 ou 14 points qu'il nous manque encore pour espérer nous maintenir. Et là, attention tonton, les calculettes sont sorties. Alors j'ai bien gratté partout, et je ne vois que 5 matchs où on pourrait imaginer prendre des points. Angers, Le Havre, Montpellier, Reims et Toulouse. Et encore faudrait-il faire presque carton plein. Autant vous dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi ce jour se la peindre en vert pour la planquer au milieu d'un bouquet. Alors j'entends autour de moi quelques optimistes invétérés, absolument certains qu'on va gagner tous ces matchs. Et là je leur dis, faites méfier les gars. Se convaincre qu'on va battre ces mal classés sauf Toulouse, à coup sûr, c'est à mon sens aussi dangereux que de coller un pain de plastique dans ton slibard quand tu t'apprêtes à faire de l'équitation. Et pour 2 raisons au moins. La première, c'est que je ne vois vraiment pas dans ce que produit la SS sur ces derniers matchs en quoi on pourrait réellement être meilleur que ces équipes-là. Notre défense, notamment, me paraît, et de très loin, la plus faible du lot. Ensuite, parce que sur ces 5 matchs, 3 auront lieu à l'extérieur. Et c'est quatesque le bilan de la SS à l'extérieur cette année? 2 points pris sur 36 possibles. La honte. 39 pions encaissés sur les 50 en 12 matchs, soit 3,25 buts par match. La grosse honte. Et je pèse mes mots pour ne pas dépasser la dose prescrite par mon médecin traitant. Rassurant, vous dites? En conclusion, la peur n'évite pas le danger. Alors, il est des moments où je ne sais plus quoi penser tant le froid m'envahit. Mais d'une manière générale, j'adore les gens optimistes. Ils sont plus près de Dieu que les autres. Et j'ai un bon exemple autour de moi avec le frangin Gros Lulu, absolument convaincu qu'on va se maintenir. L'Apache, le Samsam 42, est fait de ce même bois aussi, 100% sûr qu'on ne descendra pas en Ligue 2. Alors même si j'ai pas réellement compris leur argumentation, je vais faire comme eux. Sauf que j'ai, moi, par sécurité, déjà commandé une 50aine de cierges et je vais écumer les chapelles à la nuit tombée. Car je ne vais pas vous mentir, les amis. Même si la peur n'évite pas le danger, là, je commence sérieusement à avoir le trouillomètre à 0. À bientôt les groupies.